Bonjour Nicolas. Voilà, Rebonjour. donc Alors, IOP, ATP, oui. voilà, moi j'ai déjà une question. Souvent, quand on est sur 365, soit on parle d'IOP, soit on parle d'ATP, soit on parle des deux. Et donc, c'est quoi la différence? IOP est là par défaut. Donc tout tenant Office 365 sera protégé par Exchange Online Protection, hein, c'est l'acronyme de IOP. Et ATP est un add-in, donc c'est une couverture additionnelle, donc nécessite une licence additionnelle, puisque bon, c'est voilà, c'est une protection qui vient en plus de la protection par défaut, hein, appelée IOP. Donc ATP, Advanced Threat Protection, n'est pas obligatoire. On peut l'avoir en aparté, on peut l'avoir en plus, si l'organisation le souhaite. Est-ce que, par exemple, si je suis sur un environnement on-prem, que je n'ai pas de boîte sur 365, mais que j'ai un tenant, est-ce que je peux avoir seulement ATP? On va devoir passer par IOP et ensuite déployer les add-ons ATP par-dessus. Donc à ce moment-là, la solution, c'est la solution dite IOP Standalone plus ATP. Donc voilà, IOP, Exchange Online Protection, vient couvrir en fait tous les besoins d'une protection dite standard pour couvrir les organisations contre les menaces connues. Je dis bien connues. Il existe aussi des menaces inconnues qui apparaissent, qui surgissent tous les jours. Et là, c'est là que ATP vient faire le travail. Donc, dès qu'on a affaire à ce qu'on appelle les 0 hour ou 0 day threats, donc les menaces non connues, donc non intégrées, non incorporées dans les antivirus, les anti-malware sous forme de signature, là, ATP va faire le travail. Donc regardons un peu comment le filtrage se fait sous Office 365 pour les messages en entrée. Donc quelqu'un envoie un message, celui-ci va, avant d'arriver dans la boîte mail de l'utilisateur, dans le Corporate Network Office 365 situé complètement à droite sur la slide, il va passer par tous les filtres les uns après les autres. Et à chaque instant, à chaque filtre, à chaque niveau, il risque d'être entre guillemets poubellisé, tout simplement. Donc il y a la partie edge au début, donc edge blocking, directory based edge blocking, IP reputation, etc., sender reputation, URL, etc. Ensuite, on passe par la partie virus scanning, 3 moteurs, pas moins, et ces moteurs, on ne peut pas divulguer les noms, et ils changent régulièrement et de façon non, entre guillemets, non divulguée, non prévue. Vient ensuite la partie ATP qu'on voit en violet. Celle-ci est là ou ne l'est pas. Ça va dépendre si le tenant a pris le soin, entre guillemets, de rajouter la brique ATP dans son organisation ou pas. Si vous n'avez pas ATP, vous pouvez ignorer la brique violette, elle n'apparaîtra pas. Vient ensuite la partie policy enforcement. Donc là, c'est toutes les règles que l'organisation va créer, les règles de transport, de filtrage, d'autorisation ou de rejet de messages, etc. Et vient après la partie spam protection, toute la partie spam. Et si tout va bien, poum, c'est délivré à l'utilisateur. En sortie, on a le schéma, j'ai envie de dire inverse. Donc, pour avoir toujours une bonne réputation au niveau de votre tenante, il y a tout un filtrage qui est fait dans le sens exactement inverse à celui qui a été décrit. Et ATP, bien sûr, vient jouer un rôle ici. Où puis-je configurer la partie ATP? Parce que c'est cette partie qui est la plus intéressante, c'est cette partie qui vient, entre guillemets, apporter le plus d'intelligence et de puissance à la solution pour vous protéger. Donc, il suffit simplement de se connecter à son tenant Office 365. Après avoir pris des licences ATP, on verra les menus suivants apparaître. Donc, vous allez dans la partie admin, vous cliquez sur l'icône admin. Ça vous ouvre l'onglet administration. Dans la partie administration, au niveau des admin centers, vous descendez sur Security and Compliance. À cet endroit-là, en cliquant dessus, vous allez ouvrir le portail de protection. Vous pouvez d'ailleurs directement vous connecter dessus en cliquant protection.office.com. Sur protection.office.com, le menu Threat Management, donc gestion des menaces, et dans Policy. Donc une fois que vous cliquez sur Policies, vous avez ces éléments qui apparaissent. Avec ATP, vous allez avoir, si les licences sont activées, ces 3 icônes au-dessus. Donc ATP Anti-Phishing, ATP Safe Attachment, ATP Safe Links. Donc, vous pouvez configurer, et vous avez toute une granularité, un certain nombre de règles
pour venir renforcer votre organisation, la sécurité de votre organisation contre les brèches, contre la perte de données, contre l'intrusion, contre les malwares qui viendraient se propager sur l'ensemble de vos devices, les ransomware, etc., les WannaCry, Petya, les Loki Locker, etc. Donc, il suffit de cliquer, par exemple, ici. Vous avez une policy par défaut qui va s'afficher. Attention, si vous modifiez la policy par défaut, ça touchera toute l'organisation. Donc, vous pouvez utiliser le bouton Create ici pour créer une policy spécifique qui va s'appliquer à un certain nombre de personnes. De mémoire, c'est par 60, entre guillemets. Vous pouvez mettre une policy pour 60 personnes. Donc là, si on regarde un peu les différentes policies qu'on a, les différentes settings dont on dispose, les paramétrages dont on dispose, voilà, on a les policy settings, la lutte contre les impersonations, la lutte contre le spoofing et des settings avancés. Donc, vous pouvez mettre des phishing threshold, etc. Donc, tous ces éléments-là, en cliquant simplement sur Edit, par exemple, si je vais sur Spoof et je clique sur Edit, je peux l'activer ou le désactiver sur toute l'organisation. Voilà, alors, donc là, oui. C'est quoi un spoofing? Le spoofing, c'est l'usurpation d'identité. On voit ça généralement dans des attaques de type quelqu'un veut se faire passer pour un VP, un compte ayant des responsabilités, ça peut être le CEO, ça peut être le patron d'entreprise, ça peut être le directeur des services informatiques, le directeur financier ou autre, avec pour objectif d'envoyer un message à quelqu'un en se faisant passer pour lui pour déclencher par exemple un flux financier, déclencher par exemple une sortie de data pour faire du vol de données, etc. Ok, je te laisse terminer. Voilà, donc si je fais close et que je fais create une nouvelle policy, on va l'appeler policy P1 par exemple, hein, voilà, donc P1, une description P1, on va pas s'embêter, next. Rajouter des conditions, donc vous pouvez rajouter des conditions si le récipient est, s'il est membre de, si le domaine du récipient est, etc. Et des exceptions. Toujours par rapport au récipient, toujours par rapport à l'appartenance du membre vis-à-vis d'un groupe ou par rapport à un domaine donné. Donc voilà, donc si le récipient est, on va mettre admin, on va choisir un utilisateur, donc allez hop, admin, voilà, je vais prendre admin 2, boum, voilà, next. Create this policy, donc des policy name description, apply to. Voilà, une fois que la policy est en place, la policy P1, elle s'applique à ce compte-là. Je peux l'éditer, je peux faire de l'impersonnation, hop, lutter contre l'impersonnation. Je peux désactiver le phishing pour cette personne ou l'activer, donc la préférence bien sûr c'est de l'activer. Le spoofing, pardon. Je peux bien sûr ici venir protéger l'utilisateur contre un certain nombre de choses, donc là il faut que je clique sur Off, Add User, en rajouter d'autres. Là, hop, Save. Save. Un utilisateur à protéger, donc ce sera celui-ci. Je peux protéger tout un domaine, off, je peux protéger contre l'impersonnation, etc. Et il y a toute une série d'éléments à parcourir et que je vous invite à explorer pour créer donc des policies spécifiques, typiquement, qui vont se baser sur le Mailbox Intelligence et qui vont commencer à dire, voilà, tiens, telle personne dans sa boîte mail reçoit jamais de mail de la part du patron ou de la part du directeur financier. Là, elle a reçu un mail de la part d'un de ses VP. C'est pas normal, donc je vais faire apparaître un warning et faire en sorte que ce soit reporté là où il le faut. Donc il y a toute une série de choses dont vous pouvez bénéficier au travers de ces policies. Pour les safe attachments, donc il va s'agir de protéger l'organisation contre les pièces jointes. Donc là, c'est des techniques de sandboxing. Donc on va mettre la pièce jointe qui est destinée à un récipient ou à l'ensemble des récipients de l'organisation. On va prendre cette pièce jointe, on va la mettre dans une machine virtuelle et on va la faire détonner, donc on va la faire exploser simplement pour regarder ce qu'elle essaye de faire. Si elle essaye d'accéder à la registrie pour faire des modifications, si elle essaye de faire toucher aux privilèges et l'élévation de privilèges, si elle essaie d'exécuter quelque chose, etc. Et à ce moment-là, bien sûr, cette pièce jointe ne sera pas remise. Donc la pièce jointe, lorsque elle pose problème et qu'elle peut être longue à analyser, le message va être remis aux utilisateurs finaux. Une fois qu'il est remis, une pièce jointe y sera associée indiquant, voilà, une pièce jointe va vous être remise
ultérieurement, le temps que les analyses et le scanning soient faits dans le but de vous protéger. Parce qu'il y a un doute dessus. Donc ça dure jusqu'à 30 minutes maximum. Voilà pour la partie Safe Attachment. Et ensuite, il y a les safe links, parce que les malwares se propagent aussi au travers de liens qui pointent les utilisateurs afin d'aller leur voler normalement, bien souvent, leur mot de passe, leur compte et leur mot de passe, ou bien de les amener à télécharger quelque chose qui va bien sûr se propager sous forme de Petya, de WannaCry, de LokiLocker, etc., et autres joyeusetés de cette nature-là, qui viendront crypter par exemple vos PC et bien sûr par le réseau essayer de se propager à toutes les machines possibles et venir vous rançonner. Voilà, donc vous payez la rançon ou vous n'aurez pas de... Voilà, vous pouvez venir ici rajouter des URL valides pour vous, qui donc ne seront pas forcément scannés, ou qui, voilà, donc vous avez toute une description sur les différentes possibilités. Au niveau SafeLink, l'idée est de bien sûr de vous protéger contre ces attaques malicieuses. Lorsque quelqu'un reçoit donc un message avec un lien, une URL dedans, en cliquant sur cette URL, le flux est redirigé vers ATP, redirigé vers les proxys d'une certaine manière Microsoft, sans pouvoir en dire trop sur comment ça se passe derrière, parce que bon, c'est quand même des secrets industriels. Et c'est Microsoft qui va cliquer, entre guillemets, qui va cliquer sur le lien et voir si celui-ci provoque des choses inattendues. Il y a des analyses type heuristique, type behavioral, donc type comportemental, qui vont être faites. Bien sûr, on a aussi des bases, comme on appelle ça, third party et first party, sur lesquelles on va venir contrôler si ces URL sont connues, pas connues, etc. Donc on laissera passer d'ailleurs l'URL ou pas, le message ou pas, vers l'utilisateur. Et on détermine comme ça si il est raisonnable ou pas de laisser passer la pièce jointe. Donc ces trois éléments-là à rajouter sont importants parce qu'ils viennent scanner les attachments, parce qu'ils viennent vérifier les URL par rapport à du code potentiellement malicieux. Ok. Non Bon, connu. Oui, c'est ça. En fait, je pense que je crois que c'est la différence entre IOP et ATP, c'est-à-dire que IOP s'appuie sur des choses qui sont connues, alors que ATP va le deviner. Ouais. Et voilà, des choses non signées, des choses qui ne disposent pas de signature. Et alors, d'accord. Et alors, par contre, dans Windows Defender, on a remarqué qu'il y a une partie ATP également. C'est la même chose? En quoi ça consiste? Donc, lorsqu'on regarde la partie Windows Defender, ATP, Advanced Threat Protection, là aussi, pour Windows Defender, ça va s'appliquer à la station de travail. Donc, ça va permettre en quasi temps réel, vraiment quasi temps réel, de venir bloquer des menaces si quelqu'un, par exemple, partage via un share ou via OneDrive ou en direct, vient partager donc des éléments. Oui, donc par rapport à ATP, on ne couvre pas seulement ATP ou Microsoft Office 365, hein, pas Windows Defender. On ne couvre pas seulement Exchange Online, hein, au passage. Hein. Ça s'est étendu à tous les workloads, Teams, Groups, Yammer, etc. Ça couvre tout, en fait. Hein, ça couvre vraiment SharePoint, OneDrive, etc. Donc par rapport à Windows ATP, la différence, c'est que Windows Defender ATP va venir couvrir les machines de travail sous Windows 10 et va venir apporter des éléments de couverture additionnels. Il n'y a pas besoin de déploiement spécifique, il n'y a pas de délai, les updates et la compatibilité, il n'y en a pas parce que c'est toujours mis à jour. Mais le fait de trouver Windows Defender ATP sur ton poste Windows, ça ne veut pas dire que on a souscrit à des licences ATP dans Office 365. Tout à fait, c'est carrément différent. C'est vraiment des solutions différentes. Ça s'appuie sur Microsoft Intelligent Security Graph. Donc, c'est toute une série de codes en tâche de fond. Ça vous fait monter d'un sacré niveau en termes de sécurité. Ça réduit votre empreinte, votre surface d'attaque. Ça la réduit complètement. Et surtout, le fait est que Windows Defender ATP et Microsoft Office 365 ATP sont synchronisés. Donc, si l'un trouve quelque chose, le dit à l'autre et vice-versa.